Bienvenue à tous à nouveau, bienvenue pour cette conférence sur comment entreprendre à la sortie d'une école de commerce, un thème que mon voisin Damien Morin, fondateur et CEO de Save My Smartphone, va pouvoir aborder, j'espère avec beaucoup de précision, et va pouvoir vous éclairer sur comment il a fait pour lancer sa boîte à la sortie de l'EBS, comment il a fait pour développer sa boîte aussi vite, comment fonctionne sa boîte aujourd'hui, quelles sont les qualités d'un entrepreneur. Et c'est tout autant d'informations et d'éléments que je suppose vous êtes très attentifs d'entendre, puisque pour la plupart vous êtes donc candidat à des grandes écoles, vous êtes candidat aux écoles de commerce post-bac, vous êtes candidat en admission parallèle dans des grandes écoles. Donc cette conférence est organisée par mesetudes.com. Nous avons invité tous les étudiants inscrits au cours du Parnasse et à admission parallèle. Et pourquoi ? Parce que ça s'intègre parfaitement dans la préparation de vos concours, dans la préparation de vos oraux plus particulièrement. Cette conférence pourra vous aider à alimenter vos entretiens de personnalité, je l'espère, pour ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat, mais pour ceux qui aussi, de manière générale, veulent se renseigner sur l'entreprise, sur les startups, sur l'air du temps, sur les profils que les entreprises apprécient, les écoles ou les entreprises à terme apprécient. Et voilà, donc j'espère que cette conférence va vous plaire. Elle sera donc organisée autour de 4 grandes parties. Au départ, on va parler beaucoup donc, du parcours de Damien, ce qu'il a fait et comment il a développé sa boîte. Ensuite, donc, on parlera donc, de sa formation et de la manière dont ça l'a aidé à construire son parcours et à développer son entreprise. On parlera ensuite donc, de l'importance du réseau dans le monde de l'entreprise. Et enfin, on fera un petit focus sur l'entretien de personnalité, puisque c'est ce qui vous intéresse actuellement dans la perspective donc, de vos entretiens. Et on espère que Damien pourra vous donner quelques conseils pour piquer le jury et être capable de donner les bons arguments pour les convaincre de vous accepter dans leurs différentes écoles. Alors tout d'abord, Damien Morin, merci beaucoup d'être venu ce soir pour cette conférence. C'est vraiment très sympa de ta part, vu à quel point ton emploi du temps est rempli en ce moment, et ce depuis quand même 3 bonnes années, je dirais, avec Save. Merci beaucoup d'être là, et je vais te laisser tout simplement te présenter, et surtout nous dire qui tu es et ce que tu fais. Cool, merci. Vous nous entendez mieux là ? Ça va, vous êtes bien là ? Ok. Bon, merci pour le pitch. Je suis surtout un mec de 25 ans, donc je suis sorti de l'école il y a assez peu de temps, donc vous pouvez surtout vous imaginer très vite à ma place, et juste les échanges qu'on pourra avoir après, dites-vous juste que je suis juste quelqu'un qui est sorti d'école. Donc n'hésitez pas à me poser aussi plein de questions sur l'école et pas forcément autour de l'incroyable aventure entrepreneuriale qu'on m'attribue, plus ou moins, d'accord. Mais en tout cas voilà, hésitez surtout pas à vous interposer un petit peu. Moi j'ai été diplômé, avec les personnes d'administration de l'EBS à côté, on était en train de réfléchir. Moi j'ai été diplômé en fait l'année dernière, donc en fait c'est assez récent pour moi, donc à la fois la partie entrepreneuriale, et finalement j'étais à l'école il y a assez peu de temps. Donc n'hésitez pas aussi à me poser pas mal de questions par rapport à ce qui m'a plu ou non plu au sein de mes études, et comment j'ai vécu mon parcours académique, quoi. Voilà. Mais vous êtes surtout des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou à travers les écoles de commerce. Ça vous inspire de monter votre boîte ? Ouais, pas mal. Ok. Combien parmi vous, par exemple, levez la main ? Tout le monde veut monter sa boîte, ouais. C'est récent ça en fait. Pour vous donner une idée, c'est pareil, j'en parlais avec Sarah. Moi dans ma promo, donc moi j'ai fait en plus le master entrepreneuriat à l'EBS, et en fait on est une poignée finalement à avoir monté notre boîte. Donc en fait c'est vraiment un truc des 2-3 dernières années là. Et je pense que votre génération, qui est en fait assez différente de la mienne, va beaucoup plus entreprendre que ce que moi j'ai fait. Et je pense que c'est une mutation importante à la fois du monde du travail, etc. qui veut ça. On pourra en débattre tous ensemble. Mais en tout cas, ouais, c'est assez récent. Par rapport à ton parcours, justement, donc tu disais que voilà, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui avaient monté leur boîte à l'issue de l'école. Quelle était ton histoire, en fait ? Quel était l'élément déclencheur ? Qu'est-ce qui fait que tu avais envie de monter cette boîte, et qu'est-ce qui fait surtout que tu l'as vraiment fait ?
Ouais, je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que j'ai fait. Donc moi je m'appelle Damien, j'ai 25 ans, je suis parisien, je ne suis pas issu d'une famille ni d'entrepreneurs, ni particulièrement riche ou autre. Je suis juste un garçon normal et je suis encore normal. Donc D'abord, qui connaît Save? 1, 2... Ah quand même. Les autres, faut sortir. Hein. Ou faut lire la presse, machin. Non, je rigole. Mais donc ok, c'est cool. Donc je vais pas non plus parler trop longtemps de mon concept, mais peut-être un peu plus du parcours. Donc moi par contre, mon père est ingénieur informaticien, donc je suis vraiment issu par contre d'un environnement un peu tech ou technophile ou ordi-friendly. Mon père est ingénieur informaticien, donc j'ai eu des ordinateurs très tôt en fait chez moi. Basiquement, j'avais mon ordinateur à l'âge de 2-3 ans. Donc, je tapais sur des touches de clavier avant d'écrire, ce qui m'a juste permis finalement d'être assez à l'aise avec cet outil. Donc assez rapidement, j'ai fait 2-3 petits programmes. Je suis loin d'être un génie de l'informatique, j'ai fait des trucs extrêmement basiques, mais juste ça m'intéressait. Et sous prétexte que vous savez vous servir d'un ordinateur, vous êtes World Assistance pour la Terre entière, les amis, la famille et compagnie. Donc on a passé mon temps à me demander si j'étais capable de les dépanner sur tel ou tel ordinateur. Donc quand mes amis faisaient du babysitting, j'ai l'habitude de dire ça, donc quand mes amis faisaient du babysitting quand j'avais 12-13 ans, moi je réparais les ordinateurs du voisinage, je mettais des annonces dans les boîtes aux lettres, Damien, jeune étudiant, blablabla, se propose de réparer votre ordinateur à domicile. Et donc je me suis lancé en fait dans ce milieu du dépannage assez rapidement. Et je pense que ça doit être probablement un truc qui doit vous inspirer, c'est que d'une manière générale, tous les entrepreneurs que je rencontre autour de moi, ils connaissent quand même bien leur sujet. Le côté vas-y, j'ai une idée de réseau social et paf, ça fait Facebook. Ça existe globalement pas trop. Généralement, une idée, elle mûrit avec le temps. Et même si c'est pas tout de suite une entreprise, ça vient souvent d'une passion personnelle. Et en fait, franchement, c'est notable. Moi, du coup, je rencontre pas mal d'entrepreneurs autour de moi. Toutes les plus grosses startups, je pense que j'ai rencontré tous les fondateurs des grosses startups à Paris. Vous prenez le Slip français, RAD, toutes les petites startups qui doivent pouvoir vous parler. Tous ces gens-là sont quand même des gens qui font en fait le métier qu'ils font aujourd'hui, ils le font depuis un petit moment, ou du moins ils s'y intéressent depuis un petit moment. Donc, dites-vous aussi que ce qui vous passionne aujourd'hui doit pouvoir vous passionner dans votre boîte demain et que c'est probablement une bonne source d'inspiration. Si justement vous êtes tous intéressés à monter votre boîte, vous pouvez tous avoir un petit projet on the side qui peut être entrepreneurial ou non, ça peut être une vraie entreprise ou non, mais ça peut être aussi une passion. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à cultiver et à germer, et notamment donc à avoir tout simplement des expériences extrascolaires. Du coup, je peux rebondir là-dessus. Moi après je me suis occupé, j'ai fait... il y a quelques retardataires. Moi après j'ai organisé pas mal de soirées. J'ai bossé en boîte de nuit pendant longtemps. Ce qui m'a permis d'être vite attiré quand je suis rentré à l'EBS par le BDE de l'école. C'est pas mal comme transition. Donc voilà, quand je suis arrivé en première année, j'avais un petit peu les paillettes plein les yeux de mon école de commerce, c'était la folie, les mecs du BDE c'était trop frais, etc. J'avais envie d'être à leur place. Donc j'ai monté une liste BDE et donc on a été élus pour notre deuxième année. Et le BDE de l'EBS, que moi je viens de l'EBS, le BDE de l'EBS à l'époque, c'était une association en fait qui était unique pour toute l'école, pour toute la vie associative. Et donc finalement c'était une association qui était assez grosse. On avait une équipe de 35 à 40 personnes, on était élus pour 1 an de mandat. Et c'était une association qui gérait à la fois le gala, les soirées, les voyages, à la fois la moindre association sportive, de photos, etc. Donc je me suis lancé dans cette dynamique-là et c'est une association qui a fait près de 800 à 900 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Donc en fait on se retrouve à la tête d'une bonne PME. À l'époque, avec assez peu de contrôle de l'administration. Un petit peu quand même. Ça va changer, c'est ça.
Mais donc c'est vrai qu'à l'époque on n'était pas non plus, on était quand même relativement libre, donc libre dans nos décisions, libre dans nos stratégies, libre dans notre marketing. Un peu trop parfois, on se faisait un peu taper par l'administration. Moi je me rappelle par le directeur Bruno Ney, notre directeur de l'époque, qui avait vu un flyer de soirée où il y avait une nana dénudée sur le flyer, ce qui en somme est normal, on est d'accord. Elle lui a pas plu et donc on se retrouvait fréquemment dans le bureau quand on était un peu déviant. Mais donc voilà. Et quand j'ai lâché cette association, je te fais tout le déroulé, je t'ai niqué tout ton... Non, fais-toi plaisir. Les gens sont là pour t'écouter, pas moi. Et donc du coup, quand j'ai lâché l'association, je me suis dit qu'il était impossible pour moi de continuer dans cette école sans avoir une autre activité à côté. Surtout que pour le coup, toutes les écoles de commerce vous donnent un emploi du temps qui est assez dégagé pour avoir d'autres expériences. Et je pense que c'est un truc qui est très bien, on vous pousse d'ailleurs. Ça peut être une alternance, ça peut être une boîte même à côté, ça peut être une petite activité, etc. Et donc je me suis dit que j'allais forcément avoir une activité extrascolaire. Donc en fait, une semaine après la passation du B2, une semaine après, j'ai monté une première boîte qui n'est pas celle-ci, qui s'appelait Save My Computer à l'époque. Je faisais de la réparation d'ordinateurs à domicile, donc je faisais exactement ce que je faisais quand j'étais un petit peu plus jeune. À la seule différence qu'à la place d'avoir des annonces manuscrites pour pouvoir toucher la ménagère en plein cœur avec une annonce écrite à la main, du coup c'était un petit peu plus industrialisé, donc on imprimait des flyers, on les faisait distribuer par une société externe. J'avais monté un site internet sur lequel il y avait une landing avec une barre où vous pouviez mettre votre numéro de téléphone ou votre adresse email, vous étiez recontacté dans les 10 minutes. Et puis ça rentrait dans le cadre du service à la personne, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais le service à la personne, en gros, à l'époque, c'était déjà une TVA à 5,5. Vous n'êtes pas encore trop dans le business, mais je peux vous dire qu'une TVA à 5,5 par rapport à 19 à 20 maintenant, c'est énorme. 19,6 à l'époque. C'est simple, 15% de tout votre chiffre d'affaires, en fait de toute la marge, à la place de le donner aux impôts, il reste dans votre poche. Ça fait une grosse différence. Et puis on avait aussi, les interventions étaient déductibles des 50% des impôts sur le revenu des particuliers. Donc, je vous embête pas trop, mais en gros il y a un avantage fiscal qui était intense. Et donc du coup c'est une activité qui a démarré assez vite. Donc assez vite, au début je faisais les interventions moi-même à domicile, rapidement c'était plus possible. En plus, après j'ai fait une année entière à l'étranger, donc je suis parti à Shanghai et à Madrid faire une année académique en fait. J'avais tout simplement cours dans d'autres universités qui étaient partenaires de l'école. Et donc je gérais la société à distance. Donc à distance, je pouvais faire distribuer les flyers, je pouvais les faire imprimer. Et à distance, je gérais des plannings de techniciens et j'avais le lien direct avec le client. C'était un truc qui était très cool à gérer et même à distance. Donc en fait, la boîte a pas mal grossi. Et puis quand je suis revenu en 4e année, là j'ai continué à faire pas mal de com autour de l'activité. Et puis j'ai commencé à avoir pas mal de demandes autour des smartphones. Ok, vous réparez mon ordinateur, c'est cool, mais est-ce que vous êtes capable de réparer mon écran d'iPhone, des choses comme ça? Donc au début on dit non, je suis spécialisé dans les ordinateurs, tu vois c'est marqué là, Save My Computer. Et puis après au vu du volume on dit bon fais voir, donc j'ai commencé à regarder, j'ai regardé 2-3 tutos, j'ai vu que c'était pas très sorcier, j'ai démonté 2-3 iPhones et je me suis dit ok il y a peut-être un truc à faire. Donc on a communiqué sur le fait qu'on réparait et les ordinateurs et les smartphones et à partir de ce moment là en fait je ne faisais plus que des smartphones. Donc je me suis dit, là aussi, il y a peut-être un truc à faire. Donc, j'ai fait ce que je n'avais pas du tout fait à la base. J'ai fait une étude de marché. Je me suis rendu compte que le marché des smartphones, c'était plus 30% chaque année, et le marché des ordinateurs, c'était plus 4-5%. Et que c'était un marché qui était en fait assez peu compétitif. À l'époque, il n'y avait personne en réparation de smartphones. Il y avait Barbès, il y avait Montgalem, mais quand vous sortez de Paris, il n'y avait plus rien. Et puis à Paris, il y avait 2-3 acteurs qui étaient un tout petit peu plus structurés. Et je me suis dit, ok, il faut faire un truc. Donc je suis parti voir mes parents, je leur ai dit, les guys, il faut monter une boutique de réparation de smartphones dans Paris. Ils m'ont dit, ah oui, non, tu vas d'abord finir tes études et puis après on verra. Et j'ai dit non, ça va le faire, il faut le faire tout de suite et tout, ça va être génial, ça va appeler Save My Smartphone et tout. Il dit ouais, non mais pas du tout. Ça m'a pas plu du tout comme réponse et donc j'ai regardé dans mon entourage qui pouvait m'accompagner un petit peu sur la boîte et notamment investir un peu de sous. Et là j'ai trouvé un investisseur auprès d'un copain de promo
Bon là vous n'êtes pas dans la même école, mais sinon j'aurais pu dire regardez-vous les uns des autres parce que vous êtes censés faire du business ensemble demain. Moi je suis beaucoup plus confiant à l'idée de faire du business avec quelqu'un avec qui j'ai fait des soirées, quelqu'un que je connais, que j'ai vu évoluer dans un environnement d'école pendant plusieurs années, plutôt que n'importe quelle personne que je ne connais pas. Donc en fait ces personnes-là sont vos premiers associés, sont vos premiers partenaires, etc. etc. Et donc Romain Peugeot, donc qui est un des petits-fils de la famille Peugeot, était dans ma promo et je lui ai dit écoute j'ai un super projet pour toi, pour nous, c'est de faire une boutique de réparation de smartphones dans Paris. Je suis venu le voir, je lui ai pitché le projet avec une bouteille de champagne chez lui, je m'en rappelle très bien, il s'en rappelle très bien aussi. Et 48 heures après, il m'a dit OK, et donc il m'a fait un premier chèque qui a permis d'ouvrir une première boutique. Donc la boutique, j'ai ouvert une nouvelle boîte, je fais tout le déroulé. Hein. Et donc la boutique a ouvert le 12 février 2013. 12 février 2013, ça fait 3 ans et quelques mois, 3 mois, 4 mois. Donc c'est la date d'immatriculation de la nouvelle boîte qui à l'époque s'appelait Save My Smartphone, aujourd'hui ça s'appelle Save. Et donc j'ai démarré avec cette boutique au tout début, deuxième semestre de ma 4e année. Donc là il faut un petit peu d'organisation pour pouvoir pour le coup gérer un business avec pour le coup une boutique, des salariés tout de suite parce que je ne pouvais pas couvrir l'amplitude horaire totale d'ouverture de la boutique parce que j'avais cours. J'avais à l'époque 20 heures de cours par semaine. Je bossais encore un peu en boîte de nuit ici et là. Mais donc voilà, donc il fallait pas mal d'organisation et donc tout de suite j'ai embauché 2 salariés puis l'activité a démarré. Du coup, je peux parler un tout petit peu de la boîte aujourd'hui et des différentes étapes. Je vous la fais rapide, après on pourra rentrer un peu plus dans le détail. Mais donc moi j'ai monté la boîte seule avec Romain. Rapidement les volumes ont grossi assez vite. En réalité c'est une activité qui était mal traitée aujourd'hui. À Paris il y a 3 ans, c'était soit boui-boui, soit trop cher, etc. Moi je suis venu avec une offre de prix qui était très bien placée, avec une offre rapide. Même quand vous alliez à Barbès, il fallait le laisser pendant 24 heures ou toute l'après-midi. Nous, on réparait les smartphones en une vingtaine de minutes. Ça a vraiment fait la différence aussi. Et puis par rapport à tout le monde, on avait une marque qui était assez rassurante, qui était en anglais, ça faisait international. Mais surtout, on donnait 1 an de garantie en fait, sur la totalité des réparations qu'on réalisait. Et ça faisait aussi la différence. Donc on est venu, alors c'est pareil, vous allez apprendre tout ça, mais donc on est venu avec des propositions de valeur sur le marché qui étaient très claires et qui étaient du coup engageantes pour nos clients. Et donc voilà. Et donc ça a très bien marché vite. 2 mois après, on était break-even, c'est-à-dire qu'on faisait plus d'argent qu'on en consommait. Après, on a eu quelques grands groupes qui nous ont contactés. Donc le premier groupe, c'est Altran. Donc là, Altran, c'est une énorme SS2I qui ont une tonne de salariés. Et ils avaient 12 000 smartphones en flotte. Et ils nous ont dit, comme pour n'importe quel particulier, on a 12 000 téléphones dans la nature qui appartiennent à nos collaborateurs, qui cassent. Est-ce que vous seriez capable de nous réparer comme vous réparez les téléphones de vos clients ? La réponse est oui. On vous envoie tout de suite un commercial. Donc je suis allé avec mon beau costume entre 2 cours aller faire un deal. Je me suis retrouvé devant le directeur des achats Altran. Je me suis dit ah ouais, donc c'est un truc sérieux pour eux. Et donc j'ai fait un premier deal avec eux sur la réparation de leur flotte, qui a vite fait augmenter nos volumes. Ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait un business en B2B, donc auprès des entreprises. Donc j'ai fait rentrer quelques gros comptes comme Bolloré, Peugeot, ça c'était facile. Donc j'ai fait rentrer quelques gros comptes comme ça pour faire grossir un peu la plotte. Et donc fin de la même année, fin 2013, je me suis retrouvé avec 9 salariés, un atelier en plus de la boutique qui traitait les commandes B2B. Là pour le coup j'avais arrêté de bosser en boîte, 20 heures de cours par semaine. Là ça commençait à devenir très, très lourd en organisation. Et c'est le moment où j'ai fait rentrer donc 2 copains avec moi, parce que j'avais besoin d'aide, 2 copains que je connaissais bien. Encore une fois, des personnes que je connaissais très bien. Donc Amaury Dumont, qui n'est pas de l'EBS. Amaury Dumont qui a fait une autre école de commerce, je ne sais plus laquelle, c'est dramatique, une autre. Ouais, le SCE, exactement, ouais. Il a fait le SCE, tout à fait. Et donc Amaury, il bossait avec moi en boîte de nuit.
Et il était commercial dans une start-up. Donc lui, il allait gérer tous les comptes pro. Donc il a mis un tout petit peu de sous pour montrer qu'il croyait un peu au projet et puis il est rentré dans l'aventure. Et un de mes copains qui s'appelle Geoffroy Mercier, qui était trésorier du BDE. Geoffroy, c'était une des rares personnes à qui j'aurais pu donner je sais pas, une mallette de cash dans une salle et je lui dis tu comptes pour moi, etc. Et puis à la fin il me dit exactement combien il y a et je suis sûr qu'il ne manque pas un billet. C'était ce genre de confiance. Donc il est venu pour travailler un petit peu sur la partie point de vente, achat, toute la supply chain de la boutique. Et donc à 3, on a avancé. En 2014, on a cherché des fonds. Je ne vous fais pas toute la timeline, mais en gros, ça n'a pas très bien marché. Et donc on a trouvé une nouvelle façon de faire des points de vente sans argent, qui sont probablement ce que vous connaissez aujourd'hui. Qui sont des petits corners situés dans les allées des centres commerciaux. Alors on peut appeler ça stand, on peut appeler ça kiosque. Donc en réalité, on a un peu innové sur le modèle du point de vente. Ouvrir une boutique, en fait, c'est long, c'est contraignant. Vous devez signer un bail commercial sur un long terme. Vous devez, si c'est un espace passant, vous devez payer ce qu'on appelle un droit au bail. Vous avez des travaux à réaliser dans l'espace. Vous êtes engagé sur le long terme, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est très, très contraignant et c'est très lourd en investissement. Si vous voulez faire une belle boutique, ça coûte cher en fait. Ça coûte très cher. Et donc nous, on a ce qu'on appelle disrupté dans le monde des startups. Le modèle du point de vente, on est venu avec un modèle beaucoup plus variable, donc qui est un concept de kiosque au milieu des allées des centres, où là, vous avez un espace qui va faire une petite quinzaine de mètres carrés, qui est directement dans les flux du centre commercial. Et donc voilà, donc on en a ouvert 3 d'un coup en 2014, mi-2014. Donc on a ouvert Belle Épine, Val d'Europe et Créteil-Soleil, qui sont 3 gros centres parisiens. Et là, ça a bien marché dès le début. On s'est retrouvé avec 25 salariés, donc 4 points de vente qui tournaient à gros régime. Ça a super bien fonctionné. Et là, c'était le moment de professionnaliser un tout petit peu l'équipe. Parce que Amaury, Geoffroy et Damien, avec 25 salariés, en fait, c'était quand même un peu compliqué. C'était rock'n'roll. Donc j'ai fait rentrer un senior qui s'appelle Cyril Montanari, qui est un des cofondateurs de Surcouf. Je fais vraiment toute la timeline, du coup je déroule. Ouais, Et donc il est arrivé en septembre. Entre septembre et décembre 2014, on a ouvert encore 4 points de vente pour valider notre modèle. Donc on a ouvert des points de vente qui étaient différents de ce qu'on avait déjà ouvert pour le coup. Donc on a ouvert des points de vente notamment en province pour confirmer que notre modèle marchait aussi en province dans des centres un petit peu plus petits. Et après, on a été connu pour une grosse période de croissance en 2015. Donc là, en 2015, on a démarré l'année, on était autour de 30 salariés sur 6 points de vente en France. Et on a terminé l'année 2015, donc en 31 décembre 2015, il y a 4 mois. On était 400 sur 127 points de vente dans 5 pays d'Europe. En janvier 2015, on faisait à peu près 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui était déjà une bonne masse. Et en décembre 2015, on faisait 100 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et aujourd'hui, 4 mois plus tard, on fait 200 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et donc là pour réaliser une croissance comme ça, il y a pas mal de choses qui comptent. C'est pareil, on peut en discuter après. Mais je pense qu'on est assez innovant chez Save dans à peu près tout. Et c'est ce qui nous qualifie d'ailleurs de start-up, même si on a une activité un peu plus de retail. Et un des trucs sur lequel on a beaucoup innové probablement, c'est dans la partie culture d'entreprise. Mais ça c'est pareil, je ne vais pas partir dans des trucs trop high level. Mais en gros voilà ce qu'on fait. Donc aujourd'hui chez Save on est à peu près 500. On est présent dans 7 pays. On a levé en effet 15 millions d'euros en août. Mais il y a 2 mois j'étais censé signer un deal de 50 millions d'euros en série B. Donc aujourd'hui on a levé 10 de plus. Donc on a levé 25 millions d'euros sur les 8 derniers mois. Donc aujourd'hui, on est passé d'une start-up assez peu connue à aujourd'hui une boîte qui a à peu près 20 à 25% de part de marché dans la réparation des smartphones en France. Alors basiquement, vous avez un téléphone sur 4 en France qui est réparé chez nous. Et puis on a des belles perspectives de développement et notamment on ouvre la Californie, donc ce que ça fait un peu rêver, donc à San Francisco et la Silicon Valley et Los Angeles à partir de septembre. Voilà. Pour la presse.
Merci beaucoup, c'était hyper complet, et puis finalement tu as couvert quasiment toutes les questions que j'avais posées. Il y en a une, je pense, qui particulièrement peut vous intéresser, vous qui allez entrer en école et qui serez manager de demain, c'est de savoir, quand tu es passé de 50 à 500 salariés, concrètement, comment est-ce que tu as structuré ton entreprise, comment est-ce que tu as réussi à encaisser cette croissance, parce que déjà dans une entreprise où il y a, on va dire, une croissance de 100 à 200% par an, il peut y avoir des problèmes de structuration, d'organisation. Toi, comment t'as fait pour passer de 50 à 500? Ça doit être un peu foutoir. Ouais, c'est un peu rock'n'roll parfois. Il y a clairement... alors, pour la partie structure, j'ai tendance à dire que ça sert à rien de réinventer tout le temps. Nous, on a beaucoup d'activités sur notre structure qui sont des activités sur lesquelles on n'a pas besoin d'absolument tout réinventer. La logistique, la RH, le déploiement des points de vente, le commerce, qui sont des fonctions vitales un petit peu dans la boîte. Et là, moi, ce que je fais plutôt, c'est j'embauche des personnes avec des grosses compétences. Je pense qu'on a un projet qui est suffisamment kiffant à vivre au quotidien. On a en plus la possibilité de donner des stock options assez facilement aux personnes, ce qui permet de se dire ok, aujourd'hui je prends 50 000 € de stock option, mais demain cette somme-là, ça fera de moi un futur millionnaire. Pour vous donner une idée, peu mindset startup, chez Google, il y a ce qu'on appelle le club des 1000. Parce qu'en fait, les 1000 premiers salariés de Google ont tous eu des stock options et ils sont tous millionnaires aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la valorisation de Google, au premier tour de table, ça devait être un truc du genre 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, Google, c'est une boîte qui vaut 300 milliards de dollars. Donc en fait, l'action, elle a juste monté, quoi. C'est normal, Google s'est passé d'une boîte de serveurs avec un moteur de recherche bancal à la boîte globale web qu'on connaît aujourd'hui. Donc chez Save, on a envie d'écrire la même histoire. Donc on pousse toujours pour faire plus. Et donc potentiellement, on a un levier hyper intéressant pour intéresser des gros profils. Je vous donne 2-3 exemples. Donc Cyril qui est venu assez tôt, qui est notre DG, c'est un des cofondateurs de Surcouf, il était directeur commercial de Darty. Donc c'est vraiment un mec qui a un peu de carrure dans le retail. Notre DAF, directeur administratif et financier, qui est le mec qui gère toute la gestion financière chez nous. Il s'appelle Eric Rice. Son ancien job, c'était DAF Group Carrefour. C'est tout simplement le plus jeune DAF de toute l'histoire des boîtes du CAC 40. Notre directeur commercial, il s'appelle Christophe Mazet, c'était le Head of Sales de Uniros en Europe. Blablabla. Je ne vais pas vous faire tout le top management, mais en gros, on embauche des gens avec beaucoup de compétences et d'ailleurs vachement en avance par rapport à ce qu'on a envie de construire parce qu'ils savent exécuter, ils connaissent un peu la chanson. Donc ça, pour la partie structure, je pense que c'est un truc qui est important. Après, ce qui est important, c'est de continuer à garder une grande ambition, une grande motivation. Alors ça, c'est plutôt ma partie. Là, c'est plutôt la partie culture d'entreprise. Et ça, c'est plutôt moi qui l'a construit. Parce que même si ces gens-là sont passés par Carrefour, Darty, pour moi, tout ça, c'est des boîtes de merde. Et ce qu'on a envie de construire, c'est un peu différent. On a plutôt comme exemple qui nous inspire des boîtes comme Uber, Airbnb. On est d'accord, c'est plus cool. Hein. Qu'est-ce qui est plus cool? Je pense que ces gens-là, en fait, ils rentrent dans un projet qui a un souffle de motivation pour se construire son propre marché. Des Airbnb, il n'y en avait pas avant. Des Uber, il n'y en avait pas avant. Moi, ce que je pense, c'est qu'un Save, il n'y en avait pas avant. Et ce qu'on est en train de construire, c'est un truc qui est très stratégique sur le long terme. Il y a plusieurs façons de nous voir. Si vous aviez fait un entretien d'embauche avec moi, j'aurais pu vous présenter le truc de 2 façons. Soit on est une boîte de retail qui répare des écrans d'iPhone sur des stands dans les centres commerciaux en une vingtaine de minutes. Ça vous fait rêver? Non, pas trop. Hein. Ok. Moi j'ai une thèse, c'est que d'abord quelques chiffres. En 2012, c'est vendu 250 millions de smartphones. En 2015, l'année dernière, c'est vendu 1,3 milliard de smartphones. Donc la courbe, elle est comme ça. Et on prévoit en 2020 40 milliards d'objets connectés circulants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre smartphone, vous avez vos laptops, vous avez probablement un iPad chez vous, etc. Mais en fait, tout ça, c'est le balbutiement. On va avoir une tonne d'autres produits électroniques et connectés autour de nous.
des montres connectées. Ça se trouve, vous allez même avoir l'année prochaine une puce dans votre bras. C'est pas mon métier d'inventer ces produits-là, mais en tout cas, on sera là pour pouvoir les réparer. Puis on a un deuxième truc qui est sur l'usage. C'est qu'aujourd'hui, l'usage de votre téléphone, c'est des textos, des mails, bon, beaucoup de Facebook, un Uber quand vous êtes bourré le vendredi soir, blablabla. Mais ce n'est pas encore un outil fondamental dans votre vie comme un moyen de paiement, ce n'est pas encore les clés de votre voiture, ce n'est pas encore les clés de chez vous, ce n'est pas encore un tracker qui va lancer le chauffage 20 minutes avant que vous arriviez chez vous, etc. etc. Et tout ça, c'est juste des usages qui arrivent. Donc nous, notre thèse, c'est que la technologie prend aujourd'hui un ascendant hyper important dans notre vie et nous permet des gains de productivité juste gigantesques. Et Save, c'est la boîte mondiale de services autour de tous les utilisateurs de ces objets. Vous venez? Vous venez là? C'est simple, aujourd'hui on attaque un marché sur les smartphones qui est un marché en France de 40 millions d'utilisateurs de smartphones, mais demain ce sera plusieurs milliards d'objets connectés quotidiennement utilisés et nous on va accompagner tous les utilisateurs de tout ça. Et il n'y a qu'une marque qui est multi-produit, multi-service, multi-marque, multi-opérateur, multi-assurance, qui en fait est peut-être le centre de tout ça. Le métier qu'on fait, un constructeur ne peut pas le faire, un opérateur ne peut pas le faire pour plein de raisons. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous motive à postuler chez Save quand vous allez chercher vos premiers stages. C'est vrai que c'est sympa d'entendre ta vision, on va dire, hyper disruptive. C'est une des choses qu'il faut que vous reteniez aussi pour vos entretiens de personnalité dans les écoles. N'hésitez pas à employer ces mots qui marchent bien, structuration, disruption, tout le vocabulaire en fait que les start-upers emploient et qui vont faire tilt dans la tête des jeunes. Il y a un truc aussi, c'est qu'en école de commerce, on a souvent tendance à parler de l'entrepreneuriat comme un peu je monte ma boîte, ça marche, je lève des fonds, je la revends et je passe à la caisse. Et fondamentalement, c'est pas toujours comme ça que les entrepreneurs le voient, dans la mesure où certains ont aussi une responsabilité vis-à-vis des salariés qu'ils embauchent. Il y en a certains qui ont envie d'avoir on va dire une aventure plus longue que ça et qui ne sont pas forcément dans l'esprit de revendre leur boîte hyper cher. Toi, tu te positionnes comment là-dessus? Dans 10 ans, tu penses que tu auras vendu ta boîte, que tu seras millionnaire et que tu boiras des cocktails à Ibiza, ou tu penses que tu seras toujours à la tête de ta boîte et que tu as envie de la développer? Je pense que potentiellement, si j'ai envie d'aller siroter des cocktails à Ibiza, objectivement, je pense pouvoir le faire dans pas trop longtemps. En fait, je pourrais probablement déjà un petit peu le faire. Mais en réalité, je pense qu'il y a deux choses. La première chose qu'il faut regarder, c'est la réalité économique de monter une boîte. Il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Ce que je fais moi, en tout cas, qui n'est pas forcément tout l'entrepreneuriat, vous pouvez aussi monter, je sais pas, mais je dis ça franchement, je dis ça sans vision péjorative. Hein. Vous pouvez monter une boucherie dans votre quartier, etc. Franchement, vous aurez moins de problèmes. Franchement, les gars, je vous le dis, je perds tous mes cheveux moi, en ce moment. Hein. C'est aussi très challenging et très demandeur au quotidien. C'est compliqué, c'est très stressant. Et on peut aussi vouloir faire un métier un petit peu différent. Ce n'est pas forcément les startups qui sont différents, mais c'est en tout cas ce qu'on fait nous et placer la barre aussi haut, c'est assez challenging. Moi, je pense que d'une manière générale, il faut reprendre la réalité de l'entrepreneuriat. C'est que les gens qui créent des startups comme Save et qui lèvent des fonds, etc., c'est un marché d'à peu près 4000 startups par mois en France, un truc comme ça. Il y en a, je dirais, 3 à 4% qui vont se faire financer un jour par des premiers tours de financement, donc, qui sont soit des business angels, soit la BPI, un tout premier ticket comme ça pour voir, hein, qui ne va pas vous permettre de monter une boîte à ce niveau-là, mais qui va être pour voir. Après, vous avez encore un cut-off de probablement à peu près 3 ou 4% encore qui vont lever une série A. Une série A, donc c'est un tour de financement. Alors nous, on a fait une grosse série A à 15 millions parce qu'on est allé très vite, mais une série A, c'est un ticket de 1 à 3 millions d'euros en France. Ces gens-là qui sont capables de mettre 1 à 3 millions d'euros dans votre structure, c'est des fonds d'investissement venture. En France, il doit y en avoir une bonne quinzaine qui sont actifs. Et un investisseur actif, c'est un mec qui va mettre entre 5 et 6 tickets par an.
fois 15, ça fait 100 tickets. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 100 boîtes chaque année en France qui vont lever un ticket significatif de série A qui vont permettre vraiment un développement. Donc vous êtes combien dans la salle? Je sais pas. Disons 100. Ok, vous êtes the one en France. Ça fait mal, hein. Donc la réalité aussi, c'est que créer une start-up, en réalité, je pense que c'est un truc qui est un peu passionnel. Et entre autres, quand je vous parlais de culture d'entreprise, et pourquoi est-ce que je vous ai fait ce pitch de on est une boîte qui peut réparer vos écrans en 15 minutes, ou on est une boîte qui est en fait le centre mondial de tous les utilisateurs d'objets connectés, c'est parce qu'en réalité, je pense que dans les startups, il y a un truc un peu passionnel. Alors, je vais me mettre faire un truc au tableau, je vais essayer. J'ai toujours rêvé de faire ça en fait. Je pense que c'est un truc un petit peu passionnel. Je pense que c'est un truc à la fois pour les employés de start-up, à la fois pour les fondateurs, mais je pense que quand vous montez votre boîte, il y a une conviction de perso. Et pour ça, il y a une règle assez simple qui s'appelle les cercles d'or. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des cercles d'or, mais en gros, il y a 3 cercles. Le premier cercle, il répond à la question « quoi ?» Le deuxième cercle, il répond à la question « comment ?» Et le troisième cercle, il répond à la question « pourquoi ?» Donc en réalité, majoritairement, les gens sont capables de répondre à la question « quoi ?» Je vous le fais pour Save. Vous seriez un employé chez Save, vous diriez « Save, ça fait quoi ?» Save, ça répare des produits électroniques. Ouais. Comment? Eh ben, là, on rentre dans le champ des propositions de valeur. Eh ben, Save, ça répare mieux que les autres. Ça commence à devenir pas mal. En 20 minutes, avec un vrai service de qualité, avec un mec qui n'est pas un technicien, c'est un sauveteur. Donc en fait, il a un état d'esprit un petit peu différent, etc. Mais en fait, assez peu de personnes, même chez moi en fait, sont capables de répondre à la question « pourquoi ?» Mais la question « pourquoi ?» et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'en fait, Save, ça a une thèse de marché qui dépasse bien plus grandement en fait, le projet. Pourquoi? C'est pour créer un acteur leader dans le monde qui accompagnera les milliards d'objets connectés de demain. Et en fait, vous avez un truc qui est du coup beaucoup plus passionnel, qui rentre en ligne de compte et qui vous drive pour monter votre projet. Parce que c'est sûr que si vous regardez le truc un petit peu de loin et que vous vous dites ok, donc il y a 4000 startups qui se montent par mois en France et il n'y en a que 100 par an qui vont lever un vrai ticket qui va me permettre d'avancer. Mais entre la série A et la série B, il y en a encore la moitié qui meurt. Entre la série B et la série C, il y en a encore 25% qui meurent. Donc en fait, c'est quand même facile de mourir quand on monte sa startup. Et moi, je vous le dis, si vous faites un petit peu des maths sur le coin d'une table, en réalité, il vaut mieux que vous fassiez un master finance et que vous alliez rentrer à la BNP. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Vous allez gagner plus de thunes. Hein. Alors qu'en réalité, faire une start-up, c'est un truc qui est beaucoup plus passionnel. Et faire un produit, en fait, c'est un truc qui est passionnel. Ça doit être un truc qui doit venir de vos tripes. Je vous prends l'exemple d'Apple. Quoi? Ça fait des ordinateurs. Comment? Avec un beau design, des produits qui sont fins, qui tiennent 3 fois plus en batterie, qui valent beaucoup plus de pognon, blablabla. Pourquoi? En fait, Apple, ils font des outils pour révolutionner les mœurs de l'utilisation d'un appareil électronique. C'est les premiers à avoir fait l'iPad, c'est les premiers à avoir fait le laptop, l'ordinateur qui se lève comme ça, machin, et qui est portable, c'est eux qui l'ont inventé. C'est eux qui ont inventé la micro-informatique. Ils cherchent, à chaque fois qu'ils font un nouveau projet, en fait, à disrupter complètement la manière dont on utilise les outils. Ça donne un truc sur lequel, en fait, on a beaucoup plus envie d'y aller. Et si vous n'avez pas ce pourquoi, je ne sais pas c'était quoi ta question en fait à la base. Je me suis enflammé là. On est ravis de la réponse. Hein. Mais en tout cas, je pense que le truc de vouloir monter une start-up, etc., je pense que c'est un truc qui est beaucoup plus passionnel et qui doit tourner beaucoup plus à la question pourquoi plutôt qu'au comment et au quoi. Bon, voilà. Bon, moi, au fait que tu as un peu éludé la question que je t'ai posée, que finalement tu as l'air d'être assez loin d'avoir envie de prendre ta boîte. Donc l'ambition de la boîte est énorme. C'est vraiment intéressant de t'entendre parler là-dessus, de voir un peu l'esprit que tu essaies d'insuffler à ces 500 personnes qui viennent travailler pour toi et qui probablement ont envie de se défoncer pour ton projet.
Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que tu t'es probablement beaucoup façonné depuis la création de ta boîte. Tu l'as créée très tôt, tu étais encore super jeune. Donc je pense que la boîte t'a beaucoup construit et qu'elle est aujourd'hui une part importante de ta personnalité. Ceci dit, avant, tu as quand même eu donc, un parcours et notamment un passage par l'EBS. Concrètement, voilà, tous les gens qui sont en face de toi pour entrer en école de commerce, soit post-bac, soit en admission parallèle, comment est-ce que l'EBS en fait t'a permis de te construire, de te donner envie de te battre comme ça, finalement d'être, même si tu es encore très humble, d'être devenu quelque part un peu un killer, parce qu'on sent que tu as envie de tout défoncer. Voilà, comment l'EBS t'a aidé à te construire? Bah, je pense que l'EBS, pour revenir sur des trucs un petit peu plus d'école, c'est un parcours pédagogique d'abord. Je pense qu'il faut voir ça surtout comme une part d'outils. Après, on peut avoir dans son parcours plein de rencontres qui permettent de s'inspirer un peu probablement, mais qui ne sont pas forcément... qui peuvent être certains profs, qui peuvent être certains élèves, qui peuvent être certains projets qui vous ont beaucoup inspiré au sein de l'école. Je pense que moi, le B2 m'a pas mal aidé. Un cours en particulier? Non, pas spécialement. Surtout qu'en réalité, dans les premières années, vous allez avoir des... Non, parce que moi, j'ai pas été spécialement inspiré par une discipline, mais il y a des gens qui se révèlent autour de... je sais pas, ils ont un cours de compta, à la fin, ils disent « Ok, c'est ça que j'ai envie de faire, je m'appelle le chiffre. » Mais bon, moi, ça n'a pas été spécialement le cas, mais oui, enfin, moi, je me rappelle même de pas mal de cours et pas mal de profs qui m'ont un petit peu inspiré. Je pense notamment à Xavier Parizeau, que j'ai rencontré en 4e année, qui donnait un cours sur l'innovation, qui était un mec qui allait un petit peu plus loin en fait, que son simple déroulé de cours. Parler un peu avec ses tripes, j'aimais bien. Mais en tout cas, pour revenir un petit peu sur le parcours pédagogique à l'EBS ou dans les autres écoles de commerce, vous allez en fait avoir surtout un package quand même de savoir qui, je pense, est relativement indispensable à la création d'une boîte. Donc soit il faut l'avoir en faisant une école de commerce, soit il faut l'avoir différemment. Mais moi je vous le dis, tous les entrepreneurs que je connais autour de moi, quand ils sont autodidactes, en fait ils connaissent un succès entrepreneurial tard, très tard. Et en fait les seuls jeunes aujourd'hui qui tournent un peu sur l'écosystème startup, ce n'est que des mecs qui viennent d'école. Donc c'est que soit des écoles post-bac, soit des écoles après prépa, mais il y a toujours des études longues derrière, tout le temps. Enfin, c'est rare, hein, le mec sorti de nulle part qui fait une super boîte, c'est quand même très très rare. Et d'ailleurs, même dans les succès américains, vous prenez Google, c'est Harvard, Facebook, c'est Harvard, Uber, Travis Kalanick, bon, même s'il est un peu vieux, il a fait Stanford. Enfin, vous avez en fait, vous prenez tous les plus gros fondateurs de start-up américaines, tous les plus gros succès, mais les mecs ils viennent de 5 écoles, mais vraiment. Bill Gates, il a fait Harvard, etc. Et dites-vous que en fait, dans l'entrepreneuriat, il faut quand même des outils. L'EBS ou les autres écoles vous donnent quand même un package qui est quand même qui est intense hein, quand même. Hein. Vous allez apprendre du marketing en veux-tu et en voilà, de la compta, de la finance, du droit, de la gestion financière. Vous allez apprendre du droit des contrats, vous allez apprendre de la négociation, vous allez apprendre plein de choses. En fait, il y a beaucoup de disciplines. On me souffle des choses, c'est ça? Non, c'était pas il y a si longtemps, mais je n'étais pas très assidu en fait. Non, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que j'interagisse avec les chiffres. Je peux dire qu'aujourd'hui, un bilan et un compte de résultat, mais enfin, ça n'a aucun secret pour moi. Enfin, je ne fais que de la finance au jour le jour. Je suis obligé d'avoir des avis très tranchés en marketing. Ça devient même compliqué maintenant le marketing avec des métiers de web marketing, le coût par clic, le coût par acquisition, etc. Le coût de conversion. Enfin, il y a pas mal de métriques comme ça qu'il faut connaître, mais il y a un background quand même intense sur toutes les interactions que je peux avoir moi au quotidien. Qui viennent quand même d'une certaine pédagogie et puis du coup que je travaille au quotidien. Quoi. Est-ce que tu penses que être entrepreneur c'est quelque chose qui est inné ou c'est quelque chose qui se développe avec le temps?
Moi, je pense que c'est pas du tout inné. Je pense que c'est que de l'acquis. Mais par contre, ça veut pas dire que tout le monde peut devenir le futur Mark Zuckerberg. Ouais, c'est un peu, c'est un peu tranché. Mais moi, je pense que tout le monde n'est pas capable de tout faire. Mais en tout cas, le futur Mark Zuckerberg peut venir de n'importe où. Donc ça peut être quelqu'un qui a un background qui peut être de n'importe quelle nature, etc., etc. Mais je pense que c'est clairement de l'acquis parce que il y a toujours un parcours et un déroulé, des rencontres, un apprentissage, un contenu, une inspiration, quelqu'un qui nous accompagne, qui nous pousse. Une conférence qui fait rêver, n'importe quoi. Je dis pas que je vous fais rêver, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, avant de monter ma boîte, etc., j'ai eu pas mal de gens comme ça qui m'inspiraient un peu. Le fils de ma belle-mère, c'était un homme d'affaires australien. Le mec, il venait à Paris, non mais c'était un fiasco, quoi. Il m'avait tué pour la semaine, quoi. Le mec, il venait, sa nana, c'était un mannequin, il faisait des trucs pas possibles, il était toutes les 2 secondes en call, machin, en plus hyper sympa, hyper truc. Mais le mec, probablement, il m'a un peu inspiré dans le business, les affaires et tout. Je l'ai toujours vu avec un œil un peu, ce mec, c'est un alien, ce serait la guerre de faire la même chose, quoi. Il a une dream life. En fait, je pense que c'est son parcours et sa vie en fait, qui déclenche des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais? On s'en fout. et voilà. Bon, ça me permet du coup de faire le pont avec la thématique réseau, donc qui est vraiment importante pour les entrepreneurs. Donc j'ai plusieurs questions sur le réseau. La première, c'est The Family, cet accélérateur dans lequel vous avez été au début. Je crois que vous êtes plus des masses. Mais voilà, donc qu'est-ce que tu as apporté ça? Deuxièmement, le réseau de l'école, le BS, qu'est-ce que ça t'a apporté? Puisqu'on parle souvent quand même de l'apport des réseaux dans les écoles de commerce, c'est quand même assez central dans la candidature, un peu petite digression. N'hésitez pas à dire que le réseau de l'école est une des raisons pour lesquelles vous voulez y entrer. C'est quand même important pour vos entretiens de personnalité. Donc il y a le réseau de l'EBS et il y a aussi le fait que j'ai entendu dire que tu avais recruté pas mal d'amis, donc des amis de l'EBS ou d'ailleurs. Est-ce que pour toi ça a été un gage de réussite? Est-ce que ça a été aussi Est-ce que tu as été confronté à des problèmes à cause de ça? Des potes que tu as dû virer ou des potes qui n'étaient pas bons? Voilà, donc c'est 3 petites questions sur le réseau. Merci par avance. Tu as commencé par The Family, c'est ça? Ouais. Qui connaît The Family? Plus que Save? C'est moche, non, je rigole. Ouais, The Family, c'est connu comme étant le plus gros accélérateur de start-up à Paris, qui en fait n'est pas vraiment un accélérateur, ça fonctionne un peu comme un réseau d'entrepreneurs. Donc du coup, j'y suis encore, parce que c'est pas un programme défini d'accélération pendant une durée précise. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'interactions avec les fondateurs de l'accélérateur, des gens comme Alice Zaguri ou Sama Amar, etc. pour les noms que ça fait à qui ça parle. En fait, The Family, c'est simple, ça apporte 3 choses aux startups. Aujourd'hui, c'est un accélérateur qui compte un truc du genre 600 boîtes en interne, donc c'est un gros truc. Ça apporte 3 choses aux entrepreneurs. Il y a une première partie qui est de l'éducation. Parce que en réalité, même quand on sort de l'EBS, en fait, on ne connaît rien de l'entrepreneuriat. Et je pense que même quand on sort de The Family, on ne connaît rien, on passe son temps à apprendre. Et je pense surtout quand on vient d'un univers pédagogique, il y a quelques codes qu'on n'a pas et qu'on est obligé de retrouver dans un milieu un peu plus entrepreneurial. Et donc The Family, ils apportent ça. Donc ils ont des contenus de cours en fait qui sont assez intenses. On peut interagir énormément avec les fondateurs et demander ce qu'ils appellent des office hours, qui sont en fait des heures où vous faites défoncer de A à Z sur votre projet. Mais ça fait du bien. Et ils apportent une deuxième chose qu'ils appellent des unfair advantage, qui en fait le simple fait d'appartenir à The Family donne droit à des choses en plus auxquelles les gens n'ont pas accès.
Donc déjà, ils ont des perks avec un certain nombre de boîtes du web qui vous permettent d'avancer. Par exemple, ils ont un contrat avec Amazon où en fait tous vos serveurs sont gratuits jusqu'à 50 000 $ de frais de serveur sur les 3 premières années de votre boîte. Bon, bah déjà, vous montez votre boîte, c'est une boîte du web, les serveurs c'est gratos. Bon, plein de petites choses comme ça. Et puis après, ça fonctionne comme un réseau, donc vous pouvez recruter autour de The Family. C'est simple, comme c'est l'accélérateur le plus visible, bah, je sais pas, moi si j'étais un développeur un peu talentueux à Paris et que je voudrais rencontrer la startup la plus cool de Paris, bah, je rencontre The Family et je dis bloguez-moi avec la meilleure boîte, quoi. Et tchouk. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Et puis après, il y a un troisième volet qui est capital. Alors eux peuvent être investisseurs directement dans les startups, notamment pour les premiers tickets, ce qu'on appelle en early stage. Ils ont en fait un réseau de business angels qui mettent des tickets c'est un peu compliqué, mais dans des boîtes qui sont des SPV, qui après prennent participation dans votre structure. Bon, laissez tomber, ils apportent du cash. Et deuxième chose, ils mettent en relation avec ils font des mises en relation avec les fonds les plus actifs de la place. Voilà. Donc c'était quoi? Est-ce que ça nous a aidé? Le BS. Ah ouais, le réseau de l'EBS. Alors juste donc The Family, oui, ça nous a clairement aidé. Deuxième chose, l'EBS. Alors l'EBS, moi j'ai malheureusement pas eu l'occasion de beaucoup interagir avec le réseau des anciens parce que j'étais pas un ancien au moment où j'ai créé la boîte. Et au début, j'étais un peu frustré de ne pas avoir accès justement au réseau des anciens. Après, j'ai compris aussi. C'est qu'en réalité, vous ne pouvez pas non plus, en deuxième année, troisième année, pouvoir envoyer des mails tout azimut. En fait, ces gens-là, ils ont besoin de se retrouver entre anciens et de pouvoir faire du business entre eux et pas de se retrouver avec 500 étudiants et 20 personnes qui participent à un dîner ou un truc comme ça. Moi, j'ai finalement vite compris. Mais en revanche, le réseau de l'EBS, ouais, c'est important parce que j'ai trouvé des fonds auprès d'un copain de promo et puis une des premières personnes qui m'a rejoint, c'est Geoffroy Mercier qui était trésorier du BDE. Enfin, ouais, en fait, c'est-à-dire que pendant 5 ans quand même, vous capitalisez énormément sur des relations humaines qui sont en fait les personnes avec qui vous allez faire du business demain et qui sont les personnes avec lesquelles vous allez probablement le plus interagir. Mais il ne faut pas le nier, il ne faut pas le mettre de côté. Enfin, dites-vous qu'à l'EBS, ou ailleurs d'ailleurs, dans votre école, mais n'hésitez pas à rencontrer le maximum de gens et à vous faire pote avec le maximum de gens. Enfin, je pense que le mauvais comportement, c'est de venir, de prendre ses cours et de s'en aller. Parce qu'en fait, ça c'est juste anti-école de commerce. Et du coup, vous capitalisez en rien dans les relations. Et alors, je peux vous dire que dans le business d'une manière générale, que vous montiez votre boîte ou non, avoir un peu de contact, c'est game changer. Et c'était quoi la troisième? C'était. Ah ouais, mes potes. Ouais, voilà, les potes que t'as recrutés. Ouais, j'ai beaucoup de potes dans la boîte. Alors, j'ai mon meilleur ami, j'ai eu Amaury et Geoffroy qui sont venus assez tôt. J'en ai 2 promos. Je pense que j'ai embauché entre 6 et 7 personnes dans ma promo. En fait, ça fait pas mal. Est-ce que ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Et quand ça se passe plus bien, ça se passe plus bien. Non, je pense que je pense que ce qui est important, c'est d'être franc, d'être honnête et d'expliquer. Et que ce soit ton pote ou pas ton pote, mais il y a des moments où de toute façon ça marche plus. En fait, c'est simple. Je t'ai embauché pour faire ça et j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Et je suis désolé, quoi. Moi, j'ai une boîte à faire tourner. Et généralement, quand c'est bien expliqué, quand c'est bien amené, etc., les gens comprennent toujours. Et d'ailleurs, j'ai toujours cet exemple. Franchement, en plus, j'ai vraiment 0 personne avec qui ça s'est mal passé. Et j'ai un exemple d'un ami qui est venu assez vite dans la boîte, qui était pas dans mon école, mais qui est venu assez vite, un vrai ami, pour s'occuper de la partie web. C'était pas le meilleur profil du web possible, et objectivement, après 6 mois de taf, en fait, il a un peu échoué dans sa mission. Ce mec, il s'appelait Fabrice Le Tourneur, donc je ne devrais pas dire ça, bon, c'est pas grave. Mais si, parce qu'en fait c'est un mec vraiment brillant, mais là il n'y avait pas vraiment de résultat. On l'a sorti. Bon bah forcément, hein, c'est pas agréable. Hein, sur le moment, il m'a pas payé une bière. Hein. Mais aujourd'hui, je joue au tennis avec lui et il m'a envoyé il y a pas très longtemps une analyse sur notre SEO, donc notre référencement naturel sur Google. Il nous a envoyé une analyse en disant Damien, j'ai vu que là et là c'était pas terrible, regarde si en interne tu peux bouger les choses, c'est dommage, tu perds une partie du flux.
C'est un mec avec qui je joue fréquemment au tennis et un mois après, c'était oublié. Je pense que d'une manière générale, quand on est super franc et qu'on explique pourquoi, etc., à la fin de la journée, Save, c'est pas une boîte de copains. Enfin, la rigueur, elle est là. On est une boîte de l'excellence, une boîte exceptionnelle. Ça se construit avec des gens exceptionnels, ça se construit avec des comportements exceptionnels et ça se construit avec des actions exceptionnelles. Et d'ailleurs, les collaborateurs qui n'arrivent pas à fitter avec ça, qui n'arrivent pas à comprendre ça, qui n'arrivent pas à maintenir le rythme, etc., parce que c'est dur en fait ce qu'on fait au quotidien, moi je le comprends très bien. C'est juste, on est très clair sur ce qu'on cherche au début, on est clair sur l'expérience qu'on a apportée. Et pour ceux qui sont dans la boîte et qui fitent bien avec la culture d'entreprise, et ben ça marche super. Sinon, faut faire un truc plus autre chose, faut faire autre chose. Il n'y a pas de choses qui sont mieux que d'autres, mais il y a un fit entre employés et entreprise, il faut le comprendre. Alors on va terminer la conférence par la partie donc, un peu sur les entretiens. Je suppose que tu en as fait passer beaucoup au début, peut-être que tu en fais passer moins maintenant, hein, que pour les postes stratégiques, j'imagine. Quels conseils tu pourrais donner donc, à toutes ces personnes qui sont devant toi, qui vont passer l'entretien en école de commerce? Quels conseils tu peux leur donner? Parce que fondamentalement, passer un entretien d'école de commerce ou un entretien d'embauche, c'est totalement différent. Et quelles sont les choses que tu aimes bien entendre de la part d'un candidat? Quelles sont les qualités que tu cherches? Comment est-ce que tu distingues un bon d'un mauvais candidat? Ouais. Bon, moi je suis un peu dur en entretien, mais généralement les gens passent pas un très très bon moment parce que je vais assez loin dans l'entretien. Mais ça c'est entre autres en effet parce qu'aujourd'hui je recrute essentiellement des gens du top management, etc. Donc pour le coup, tu vois, tu recrutes pas un ancien DAF de Carrefour comme tu recruterais un profil moins câblé. Mais en gros, il n'y a pas longtemps, là, j'ai recruté une stagiaire parce que j'avais besoin sur un projet. Et donc c'était trop drôle parce que déjà elle ne s'entendait pas du tout à me voir moi. Et du coup, le truc était complètement disproportionné. Et je lui ai dit, mais moi j'ai besoin d'avancer vite. Puis franchement, la mission, elle n'était pas non plus hyper compliquée. Et la nana, elle avait l'air bien câblée. École de commerce, elle a commencé par un peu de droit, etc. Elle m'avait l'air assez consciencieuse, etc. Et après 10 minutes, je lui ai dit, ok, c'est bon. Donc demain ou ce soir, va sur un point de vente pour voir si ça te plaît. Tu me fais un retour et si ça te plaît, c'est bon, tu viens. Elle m'a dit quoi? Mais on s'est vu que 10 minutes et tout. Je lui ai dit oui, mais en fait, si tu veux, parce que là, en fait, dans 5 minutes, j'ai un call, après, dans 10 minutes, j'ai un meeting et tout, machin. Et je lui ai dit ouais, ça a duré 10 minutes parce que voilà, ça en va vite, quoi. Elle était complètement ébahie. Mais en gros, qu'est-ce qui m'a plu dans son profil? Elle avait l'air relativement sûre d'elle. Moi, un truc que j'aime bien, c'est en fait cette espèce de lien de confiance qui se crée. Dès le début. Mais après, bon, là c'est un truc à appréciation perso, mais en réalité je pense que c'est un peu mindset école de commerce. On a besoin un peu de confiance. Alors c'est pas facile d'avoir confiance en soi tout le temps et même en entretien, surtout en entretien sur un concours d'école. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, je pense, c'est la répétition, la répétition, la répétition. C'est juste un entretien, même oral. Il ne faut pas imaginer une seule seconde qu'il faut venir en dilettante. Et parce que ce n'est pas écrit qu'il ne faut pas le préparer, quoi. Il faut se répéter. Juste quand on vous demande de vous présenter, salut, donc raconte-moi un petit peu ce que tu fais, etc. Il faut s'entraîner devant le miroir, il faut s'entraîner devant papa et maman, il faut s'entraîner devant les copains. Il faut le faire tout le temps et avoir le discours le plus convaincant. Et puis si vous l'avez, et puis qu'au moment où vous le pitchez, vous êtes à l'école et vous regardez clairement votre interlocuteur et qu'il y a qu'on arrive à déceler un tout petit peu ce leadership, là vous avez gagné votre entretien, je vous le dis tout de suite. Si vous arrivez, vous avez le regard fuyant, vous ne savez pas trop comment vous présenter, vous faites des E à chaque phrase, etc., ça va moins marcher. Je pense que c'est un conseil à la con, mais non, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est pour tout en fait, c'est dans votre vie. On a envie d'avoir confiance en quelqu'un. Quand je pitch Save, si ça vous donne envie de me rejoindre, c'est parce que vous avez confiance, quoi, sur le fait qu'on est en train de faire un truc qui compte pour le futur, quoi. Donc je pense que cette confiance, c'est un truc qui est important et c'est important de répéter. Je pense que ça, c'est le seul vrai conseil que je donnerais. C'était quoi la question?
Tu peux me répéter ta question? Non, c'était surtout ça. Hein, non, mais tu avais un truc qui m'avait sollicité. Tu m'as demandé quoi? Non, mais c'est plutôt peut-être des qualités à mettre en avant si on leur demande leur qualité principale. C'est ça que je voulais faire. On reviendrait. Non, c'est ça que je voulais faire. Moi, j'ai beaucoup galéré à recruter. En fait, vous n'êtes pas des futurs recruteurs, mais en fait, j'ai beaucoup, pas forcément en tout cas, enfin pas tout de suite, mais en fait, j'ai beaucoup galéré à recruter au début. Je me disais, mais en fait, ce qu'il me dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Enfin, j'avais du mal à juger le profil. Et j'ai lu un bouquin qui m'a complètement transformé mes méthodes de recrutement. Et en fait, le bouquin est relativement complet. Il se lit assez vite. En fait, c'est une méthode pour recruter. Et moi, je pense qu'en réalité, c'est encore plus important de le lire quand on est une personne qui va passer un entretien, en réalité. Parce que c'est savoir un petit peu comment résonne un futur recruteur. Donc, c'est un bouquin qui est assez… Ouais, je vais le sortir. Ouais. Si vous voulez noter, sortez tous vos portables. Allez, notez. C'est un truc de ouf ce bouquin. Alors je le connais. Alors, il y a forcément une traduction française. Moi en ce moment je lis les bouquins en anglais parce que j'ai envie de devenir bilingue, mais voilà. Ça s'appelle Who, W-H-O, The A Method for Hiring. The A Method, donc avec un D à la fin parce que c'est l'anglais. For Hiring, H-I-R-I-N-G. Et franchement, je pense que c'est un truc qui se lit en 2 jours ou 3 jours, grand maximum. Si vous prenez un minimum de notes pendant que vous lisez, vous faites des marque-pages, vous surlignez 2-3 trucs, je pense que pour votre entretien futur à l'école et en fait pour toute votre vie, franchement, c'est game changer. Moi, j'ai lu ce truc, j'ai fait waouh. C'est vraiment, c'est précis, c'est vraiment très bien. Voilà. Super, du coup, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Les entretiens, c'est bientôt ou vous en avez déjà passé et ça vous servira quand même pour la suite. Peut-être, il y a une question, allez, on va finir par là, qui peut être posée à tous ces gens qui ont des projets entrepreneuriaux. C'est est-ce qu'il y a un entrepreneur que tu admires? Est-ce qu'il y a une société que tu admires? Et du coup, je te la pose à toi. Ouais, est-ce qu'il y a un entrepreneur que j'admire? Il y en a pas mal. Moi, j'en ai un qui me passionne un peu, qui est Richard Branson, qui est un mec en fait, il est taré ce mec, vraiment. Il a fait de la prison, machin. En fait, le mec n'a jamais aucune limite et il est hyper inspirant. J'en ai un deuxième que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, qui est Jacques-Antoine Grandjean, qui a fait l'EBS aussi, qui est le fondateur de Vente Privée, probablement un des entrepreneurs les plus exceptionnels qui existent en France. De toute façon, ne vous prenez pas la tête, il n'y a que 3 entrepreneurs qui ont, 4, 3 et demi, qui ont monté ce qu'on appelle des billion dollar companies, donc des entreprises qui sont valorisées plus d'1 milliard d'euros. Il y a Xavier de Free. Il y a Jacques-Antoine de Vente Privée, il y a Frédéric Mazella de Blablacar et il y a Sigfox. C'est le management et bref. Donc, et Jacques-Antoine, pour moi, c'est un mec qui est extrêmement inspirant. On m'a raconté une histoire de ouf. Où en fait, alors lui, il a en fait monté sa boîte et il l'a fait évoluer avec très peu d'investissement. Donc probablement c'est une des raisons pour lesquelles ça a mis probablement plus de temps que si ça avait été une boîte aux US, parce qu'il est rentré en plus dans une période où il y avait un petit peu moins d'investissement. Aujourd'hui c'est actif en fait l'investissement en France, mais il y a 10 ans l'investissement dans Internet, c'était en plein pendant la crise, etc. La bulle Internet et tout, il n'y avait pas grand chose. Et donc il a avancé tout seul et la première opération de structuration qu'il a fait, c'est une opération, au lieu de rajouter du cash dans la boîte, c'était une opération de cash out. Donc il a vendu des parts à un fonds d'investissement. Et au moment de mettre au carré la répartition du capital de la boîte, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit actionnaire avec qui il avait fait un deal uniquement oral, serré la main. Le mec, il devait avoir 6% de la boîte. Ça représentait à ce moment-là 70 millions d'euros. Aucun contrat, rien. Et le mec devait investir de l'argent. Donc à l'époque, c'était un truc du genre 50 000 euros pour 70 millions d'euros. 50 000, 70 millions d'euros. Donc un gap énorme. Et Jacques-Antoine n'avait jamais encaissé le chèque. Il a juste parlé au mec, il lui a serré la main et il n'y a aucun contrat entre eux. Que fait Jacques-Antoine ? Il lui a donné les 70 millions d'euros parce qu'il a dit j'ai qu'une parole. Et moi, franchement, des histoires comme ça, je trouve ça inspirant de fou. Et voilà.
Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Maintenant, donc, la parole est à vous. Si vous avez des l'histoire questions, on va prendre une petite, allez, on va faire 10 minutes de questions maintenant, et puis ensuite on vous laissera. J'ai trois types de questions donc sur le mindset, sur le quotidien et sur un petit entretien de personnalité gentil. Alors, quelles sont vos peurs On peut se tutoyer. Les peurs déjà au début, avant de commencer, ensuite par rapport au déclic, et maintenant, quelles sont les peurs pour le développement. Ensuite, les mantras, que vous répétez chaque jour, dans les trucs où vous vous dites, voilà, ça, il faut que c'est important. Et tout. Je te réponds point par point, on fait ça? Ouais, parce que j'en ai plusieurs en fait. Ouais, mais j'ai zéro mémoire, donc c'est pour ça. Bon, on peut peut-être déjà prendre ces deux-là, et puis après on prendra d'autres questions. Non, mais je répondrai à la troisième, c'est bon. C'était des bonnes questions en plus. Mais du coup, tu vois, j'ai oublié la première. Les peurs. Écoute, c'est probablement un peu inconscient, mais c'est aussi parce que je suis un gamin comme vous. Mais en fait, je m'accroche beaucoup plus à l'expérience que j'ai dans Save depuis le début que à la rémunération du truc ou aux échecs. C'est bête, mais je dis souvent demain, si ça s'arrête. En réalité, à 25 ans, j'aurais été visible. Vous pouvez taper mon nom sur Google aujourd'hui, etc. Enfin, c'est des trucs qui font que, en fait, j'ai probablement gagné des dizaines d'années d'expérience professionnelle en l'espace de 2 ans, et que si ça s'arrête demain et que je gagne 0, j'espère pas quand même, mais objectivement, ce que j'en retirerais le plus, c'est cette expérience, et donc j'ai tout intérêt en fait à le maximiser. Donc en fait, j'ai pas trop peur de l'avenir en fait. Parce que je suis jeune, j'ai plein de choses à faire. Les mantras, c'est assez compliqué en fait de communiquer quand on est dans ma position. C'est assez dur en fait. Par exemple, quand je vous dis, je sais pas, on est les meilleurs, on va fumer tout le monde, machin, c'est en fait un manque d'humilité quand même très dur. Enfin, il faut toujours bien jongler avec sa communication, et en fait, on finit par devenir un peu… C'est important de toujours rester soi-même, mais on finit par devenir un peu schizophrène de ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, comment est-ce que j'aurais dû faire, blablabla. Et donc je me répète souvent comme mantra qu'un excellent leader, c'est un parfait mix entre ambition et humilité, et un parfait mix entre flexibilité et détermination. Voilà. Donc il faut toujours jongler entre tout ça, et il faut l'avoir toujours en tête. Et la troisième question, du coup, rapidos. Il y en a 10, ah merde. Alors, non, juste une dernière, du coup. On va prendre celle de devant alors, et on prendra après. Ok. On entend plusieurs choses contradictoires sur l'écosystème français, comme les Allemands nous jalousent toutes nos startups, machin, et le fait que ce soit beaucoup plus difficile qu'aux États-Unis, par exemple, de lever des fonds. Donc j'aurais juste aimé avoir ton avis sur si c'est réellement simple ou si c'est plus compliqué. Ouais. Non, c'est vraiment plus compliqué. Aux US, c'est un pays qui est 6 fois plus grand que la France, mais il y a 500 fois plus d'argent investi en venture. Genre, je crois que, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais disons que si le marché français de l'investissement de start-up, le marché venture, c'est, je le sais en plus, c'est genre 500 ou 600 millions d'euros, un truc comme ça. Dis-toi qu'aux US, c'est 500 fois plus. Fais tes calculs, 25 milliards, un truc comme ça. Et donc il y a clairement moins d'argent par rapport à la même population. C'est juste qu'en fait là-bas ils ont un état d'esprit de l'investissement qui est juste totalement différent. Donc sur la partie levée de fonds, ouais, c'est clairement une différence. Et moi je pense qu'il y a même du coup certains projets pour lesquels tu ne peux pas lever d'argent en France. Notamment tous les projets qui demandent dès le début, parce que toutes les boîtes ont besoin d'investissements récurrents, mais il y a des boîtes où dès le début, juste, il n'y a pas de business model, quoi. Donc Facebook, avant d'avoir fait le premier euro, franchement, ils avaient levé des centaines de millions de dollars. Snapchat, c'est une boîte qui vaut 17 milliards, mais alors je ne sais pas trop comment, parce que c'est une boîte qui fait genre rien en chiffre d'affaires, quoi. Donc 100 000, 10 000, je sais pas. Et ils ne vivent que sur leur levée de fonds. Et ça, je pense qu'en France, on ne sait pas faire. Et en Europe, d'une manière générale, on ne sait pas faire. Je pense qu'il n'y a qu'aux US qu'on sait faire des trucs comme ça. Notamment parce qu'il y a des gens qui sont capables de prendre des paris sur l'avenir de folie. Parce qu'avant, ils ont gagné de l'argent, très fortement. Le mec qui a mis 10 millions dans Facebook en série A, il est super connu, il s'appelle Accel Venture. Ils ont transformé les 10 millions
en 800 millions en l'espace de 2 ans. Et en fait, du coup, maintenant, ils ont 800 millions à investir dans plein. Tu vois, en fait, du coup, tu as un cercle. Et puis, alors, dernier élément, dans ce qu'on appelle le late stage, donc après, série C, série D, quand il va falloir lever les 50 millions, les 100 millions d'euros, il n'y a plus d'argent en France. Notamment Blablacar, ils ont fait 2 levées successives d'à peu près 100 millions. À chaque fois, c'est des fonds US qui ont fait les investissements, parce qu'en fait, en France, on ne sait plus, il n'y a plus de structure d'investissement qui sait faire des choses comme ça. Est-ce que c'est triste? Non. Tu vois, Blablacar, typiquement, c'est un excellent exemple. Ils sont français, ils ont 600 salariés en France, à Paris. L'entrepreneur, il est français, il le clame. Il est juste parti chercher sa thune ailleurs et basta, quoi. Donc voilà, c'est pas grave, tu t'iras aller chercher quand il faudra. Voilà, c'est ça. Comment tu as fait pour ne pas perdre de contrôle sur ton entreprise quand tu as grossi d'un coup? Alors, c'est rigolo que tu dises ça parce qu'en ce moment, je suis en train de m'embrouiller avec mes actionnaires. Mais en gros, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'en effet, on garde un contrôle important. Ça passe par en fait la typologie d'investissement par lequel les startups ont recours. Un business angel, qui est le profil du business angel, c'est le mec un peu vieux, qui a eu une carrière cool, qui a gagné pas mal d'argent et qui du coup a un peu de temps pour mettre de l'argent dans les startups. Ce mec-là, il n'a pas envie de faire ton taf, il a juste envie de t'accompagner un petit peu. Un petit peu plus tard, quand tu as recours à des fonds d'investissement venture, en fait, tu as des structures en face de toi qui sont des structures c'est marrant d'ailleurs, c'est des boîtes de 5-6 personnes qui lèvent des fonds de 100 à 150 millions d'euros. Mais en fait, ils sont 5 partenaires et ils t'accompagnent, ils sont là au board, etc. Mais ce n'est pas une structure qui veut prendre ta place. En fait, ils ne savent pas faire. Ce pas des entrepreneurs. Donc en réalité, ce mythe du je me fais manger par mes investisseurs, etc., ça existe très rarement. Ou quand ça existe, c'est juste que eux, dans le pacte d'associés, ils ont mis quelques garde-fous qui disent si tu déconnes grave, on reprend la boîte parce qu'on n'a pas envie de mettre notre argent à la poubelle non plus. Mais généralement, quand tu exécutes bien, il n'y a pas de raison. C'est des gens qui ne sont pas du tout là pour ça, quoi. Très rares sont les histoires à succès où il y a eu des batailles avec les investisseurs, en fait. Généralement, les investisseurs reprennent les boîtes quand en fait le management fait absolument n'importe quoi ou autre. Voilà. Et moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Mais je vais en sortir 2-3. D'autres questions? On reprend une dernière Soyez pas question à timide. vous et après on arrête. Moi, j'ai du temps, si vous voulez continuer un peu. Mais après on passera peut-être plus sur du perso pour libérer ceux qui ont envie de rentrer vu qu'on avait annoncé pas plus d'1h30. Ah, ok. Au tout début, le moment où tu connaissais pas grand-chose, le moment où tu as ouvert ta première boutique, tu t'es aidé de qui pour avoir des conseils en droit, pour avoir des conseils en éco, pour avoir... Bah justement, comme j'étais pas tellement issu d'un milieu entrepreneurial, j'ai pris ce que j'avais autour de moi et il s'est avéré que c'était vite en fait des gens qui étaient pas très recommandables, mais je les connais pas. Mais en fait toutes ces fonctions, tu vois, les avocats, etc., les comptables, c'est que des métiers, c'est ce qu'on appelle des métiers à recommandation. En gros, les bons, ils deviennent très vite très gros parce que tout le monde les recommande, et les mauvais, c'est tout de suite ça reste toujours des tout petits cabinets, etc. Ou mal adaptés, tu vois. Et moi, au début, j'ai fait tous les mauvais choix. J'ai tout fait. En avocat social pour les recrutements, les trucs, en droit des affaires pour la structuration de la boîte. Bref, j'ai fait toutes les plus grosses bêtises et j'ai cumulé ça avec les plus mauvais interlocuteurs qui pouvaient m'accompagner. Et le premier, je dis pas ça mais le premier comptable qui m'a accompagné, il m'est venu de l'EBS. C'est un prof qui me l'avait recommandé, mais bon, c'est comme ça. Et ouais, ça s'est pas très bien passé. Mais comment j'ai fait? C'est jamais un problème, hein. Si tu as une boîte qui avance, tu as toujours des solutions. Mais voilà, par contre après, c'est vrai que quand tu arrives à un certain niveau, c'est plutôt le réseau en fait, du coup, qui va te le donner. Mais tu apprendras, si jamais tu feras une levée de fonds, qu'en levée de fonds, il y a une structuration, il y a tout un process. Tu commences par un roadshow, après tu fais un investisseur, tu fais plusieurs rendez-vous, tu signes une term sheet qui est une décision d'investissement, après tu négocies un pacte d'associés, blablabla, tu as toute une timeline. Ça dure en tout à peu près 6 mois. Et tu es accompagné par un avocat, gros
calibre. Et par exemple, sur la place, il n'y a que 3 cabinets d'avocats qui se partagent genre 85 à 90% de toutes les structurations de capital en France. Tu vois, tu n'en as que 3 parce que ils savent faire leur métier, ça déroule, c'est facile. Et en plus de ça, ils se connaissent tous en fait, entre fonds, entre trucs. Et donc du coup, ça rend les choses plus faciles. Mais là, c'est le réseau qui te l'apporte. Yes, vas-y. Tu parlais là dans ton développement pour les prochaines années pour les objets connectés. Et alors, tu disais dans une autre interview aussi que tu voulais réparer les appareils électroménagers. T'en es où là-dessus? Ouais, c'est parce que j'étais à côté de Seb sur BFM. Non, sur le wagon. Ah, j'avais fumé ce jour-là. Non, je rigole. Non, bah ouais, en gros, moi je pense que l'évolution logique de notre marque, c'est d'abord d'arriver sur les appareils électroniques. Là aujourd'hui, tu vois, c'est simple, on a développé un réseau de points de vente, etc. Donc on peut facilement travailler sur les objets électroniques mobiles. Après, il y a les objets électroniques fixes sur lesquels tu as besoin de te déplacer pour intervenir dessus. Box internet, produits domotiques, n'importe quoi. Si ta serrure elle est connectée, demain, travailler sur ta serrure. Donc là, c'est me déplacer à domicile et pourquoi pas travailler sur tous les objets, voire tu vois, demain réparer ton lave-vaisselle, choses comme ça. Bon, ça c'est une vision long terme parce qu'aujourd'hui, je pense que même ce métier-là, personne ne le fait correctement. Maintenant, aujourd'hui, on fait les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les Apple Watch et autres montres connectées. Le mois prochain, on lance les GoPro et le mois d'après, on lance les consoles de jeux vidéo et les manettes. Donc tu vois, on va y aller step by step, mais ouais, pourquoi pas. Yes. Dernière question. Je voulais juste savoir si à l'EBS, il y avait un incubateur ou pas. Aux US si... l'EBS. Ah, l'EBS, je crois qu'il existe maintenant. Ouais. Il existe maintenant. Est-ce que s'il y avait eu l'incubateur au moment où tu as lancé ta boîte, ça t'aurait vraiment beaucoup aidé, tu penses? Est-ce que ça aurait été primordial? Qu'est-ce que je dis? Je dis un truc. Un incubateur, c'est les mêmes Ouais. aides et même soutien au tout début que de famille t'a pu t'apporter. Tu es allé le chercher ailleurs. Parce qu'à l'époque, Ouais, voilà. il faut que ce soit structuré. De toute façon, c'est. Ouais, moi je pense que. Allez, je fais un truc entre les deux. Non, moi je pense que, en fait, moi j'ai un truc qui est très tranché là-dessus, c'est qu'en fait, c'est pas la mission des écoles d'incuber les boîtes. J'ai un truc qui est très tranché là-dessus, c'est que pour moi, les boîtes, ils sont là dans l'enseignement, c'est un truc pédagogique, tu vois, c'est pas forcément les meilleures personnes pour incuber des boîtes. Et franchement, quand je vois les profils de tête brûlée qu'il y a chez The Family, et les aides qu'ils ont, etc., c'est clairement des moyens qu'aucune école ne pourra jamais avoir et je pense que chacun doit rester dans sa mission. En attendant, je pense que ça peut être vraiment une première marche quand même pour pouvoir accompagner ton projet. Et même s'il n'y avait pas d'incubateur à l'EBS, il y avait quand même des trucs qui étaient proches de ça, notamment dans le master entrepreneurial. Tu travailles sur ton propre projet et là c'est vraiment un incubateur pendant 6 mois. Alors moi j'étais un petit peu atypique parce que j'avais une boîte qui était déjà presque de 20 salariés. Donc quand ils me voyaient, ils étaient contents à l'école. Mais objectivement, ça c'est un vrai incubateur et tu n'as quand même que des gens de renom à l'EBS, tu vois, sur le master entrepreneuriat. Je me rappelle plus des noms, mais je me rappelle que, ouais, Marc Langlais par exemple, mais, ouais, qui s'occupe du master, mais même tous nos profs, moi je me rappelle, on avait que des mecs qui étaient quand même ultra calés et qui étaient des professionnels, parce qu'en fait ils sont plutôt consultants, c'est-à-dire qu'ils ont leur boîte à côté de faire un petit peu d'enseignement, et donc ils sont en plus up to date, quoi. Et ça c'est un vrai incubateur. Maintenant, moi j'ai pas eu l'expérience de faire le vrai incubateur de l'EBS. Je pense que c'est une première marche. Mais désolé, hein, mais je pense que C'est ce que j'ai dit, hein. ouais, mais c'est vraiment que la première marche. Ouais. Si demain tu veux faire Uber, enfin même, je sais pas, mais va à San Francisco, quoi. Le plus gros accélérateur au monde, c'est Y Combinator. Tous les midis, tu vas avoir un coup Bill Gates qui va venir te parler, après Mark Zuckerberg, tu vas être au milieu de tout, dans un pays dans lequel il y a 600 fois plus d'investissement qu'en France, tu vois. Si tu veux maximiser tes chances, il ne faut pas rester à l'incubateur de l'EBS. Mais c'est une première, mais c'est une première marche, mais je pense que c'est une première marche qui est très cool. Ouais, vraiment. Alors simplement pour vous dire, juste avant de vous lâcher, comme vous avez pu le constater, on a profité de la conférence avec Damien Morin pour inviter donc des personnes qui sont en charge de l'EBS. Et si certains d'entre vous sont déjà candidats ou si certains sont candidats dans d'autres écoles et pourquoi pas voudraient candidater dans cette école,
soit en post-bac via le concours Link, il reste encore des sessions, soit en admission parallèle avec le concours Ambition. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez, peut-être si vous êtes déjà candidat, vous pouvez en profiter pour poser des questions. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est peut-être l'occasion de leur demander comment ça marche et de voir voilà, si potentiellement ça vous intéresse de candidater. Merci à tous et surtout merci à Damien Morin pour cette conférence. C'était super, je pense que tu les as beaucoup inspirés et ils vont tous postuler chez toi en stage en